Bonjour, nouvel épisode de votre podcast BD préféré qui passe aussi à la télé sur Watch. Alors, vous pouvez bien sûr nous voir sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, on a besoin de vous, les podcasts audio et vidéo, Apple Podcasts, Google Podcasts, nous retrouver sur BD Zoom, n'est-ce pas Laurent? Tout à fait Christophe. Et on n'est toujours pas dans une librairie, mais on est toujours dans l'atelier de Jean-Claude Mézières pour une deuxième partie. On est resté chez Jean-Claude, il nous a dit écoutez, restez un petit peu, on va continuer, on va continuer à discuter parce qu'on a parlé... J'ai rangé les sacs de couchage. Donc, alors, on a parlé papier et maintenant on va parler un peu plus ciné, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, même si on reviendra un petit peu sur le papier. Mais alors on s'est posé une question quand même pour repartir de la base. Valérian, ça vient d'où? Valérian est un nom que Christin m'a proposé d'abord et qui était une référence à un roman d'heroic fantasy un peu de Nathalie Scharlenberg, auteure des années 50 et 60, toute notre jeunesse. À nous, Christophe et moi, et qui s'appelait Valéran, prince des ténèbres. Et Valéran est devenu Valérian, avec aussi la référence que Valérian est un prénom d'Europe de l'Est, un metteur en scène polonais, Borjvik, s'appelle Valérian Borjvik avec un W, etc. Et c'est un prénom, incontestablement, qui a été, il paraît qu'il y a même un empereur romain qui s'appelle Valérian. Ça, celui-là, je l'ai pas, je l'ai découvert sur Internet, parce qu'autrement, c'est pas plus. Et par contre, la Lorline, oui, alors c'est nous. C'est nous. Une vraie invention, c'est papa et maman, et Jean-Claude. Nous avons créé notre Lorline. Et depuis, il y a 1500 Lorlines qui se baladent en France. Oui, le prénom a été récupéré par plein de ainsi que les familles. Valérians d'ailleurs, puisque je reçois des petits faire-part de naissance, des demandes maintenant de mariage, des trucs comme ça. C'est bien, des petits-enfants bientôt. Ça va venir. J'ai fait faire les sorties de l'école en disant Valérian, Lorline, on rentre. Allez hop. Donc tout ça, et donc effectivement, donc Valérian Lorline, une création graphique de votre part, mais scénaristique de la part donc de Pierre Christin. Pierre Christin, donc un vieil ami, on le rappelait lors de la première émission, et avec qui vous avez fait de nombreux travaux. Alors évidemment, Valérian et Lorline principalement, mais d'autres petits travaux qu'on souhaitait montrer parce que ils vous ressemblent aussi beaucoup. Oui. Tant que les travaux nous ressemblent, parce que c'est des beaux travaux, oui, d'hommes, et disons que par exemple le rêve américain... Voilà, bon, ça on connaît votre passion pour les chevaux et l'Ouest américain. L'Ouest américain, et c'était surtout aussi, le livre a été édité en 2002, si je ne dis pas de bêtises, juste après les avions qui ont percuté les tours de New York et l'effondrement... de tout ce que l'Amérique se croyait. Et d'où le Adieu, rêve américain, le titre. Oui. Alors là, c'est un constat sur évidemment la pénétration du tourisme dans des endroits que moi j'ai connus dans les années 60-65, absolument désertiques. Et maintenant, j'ai même trouvé un document qui est de National Geographic, qui est une revue archi connue aux États-Unis, qui parle de l'endroit où j'étais dans ce ranch paumé en Utah. Oui, j'ai la photo là. Ah ouais, ça y est, il est parti. Il est parti, on va le retrouver. Alors, on va le retrouver. Ça, voilà, mais celui-là, on le retrouvera peut-être pas, le rêve américain. Ça y est, voilà. J'ai retrouvé. Ah, voilà. Ce qui est extraordinaire, de penser que ça, c'est mon endroit. Oui. C'est comme si... Donc l'endroit où tu étais, en quelle année? Alors, à partir de 65-66. C'est ça, 65-66. Et j'y suis retourné une dizaine de fois, puisque la dernière fois, j'y suis retourné en 2008 pour mes 70 ans.
Et j'ai craqué, je n'ai pas pu aller pour mes 80, mais pour les 90, j'y vais. Hein, alors pour les lecteurs qui voudraient découvrir justement cette collaboration entre Christin et Mézières sur cet album-là, allez voir chez les antiquaires de la bande dessinée. Et sinon, donc il y a un album d'Argo qui regroupe en fait, parce que cet album en fait est issu d'un ensemble qui s'appelle Les Correspondances de Pierre Christin. C'est une petite collection. Donc voilà, donc il y a une intégrale en fait qui existe. Que Pierre avait fait avec différents dessinateurs. Voilà. Parce qu'il adore, il adore le dessin. Je crois que je lui ai un peu coupé les ailes au début quand il voulait dessiner, en lui montrant que la poule qu'il avait dessinée avait 4 pattes. J'ai dit, alors là, ça l'a déçu, mais après, il a écrit des personnages avec des animaux fantastiques. Il s'est rattrapé. Et donc là, il a travaillé avec différents villages. Oui, il y a Aymon, Bilal, Jean-Claude Denis, Ferrandez, de très bons. Que des petits. Que des petits. Et alors, une autre collaboration, et là c'est bien parce que ça nous introduit sur le cinéma, c'est donc cette ovni dans votre carrière, Lady Polaris. Oui, c'est-à-dire que là, on sortait... C'est pas une BD, hein? C'est peut-être un des tout premiers romans graphiques français. Ouais. Parce que 1987, pour les éditions Autrement, là, qui a été réédité chez Casterman, voilà. Mais qui est une espèce d'enquête qu'on a menée réellement, mais le côté polar est un petit peu enjolivé peut-être, dans tous les ports d'Europe. Qui était un prétexte d'aller traîner un peu nos bottes dans des coins paumés à Hambourg, et aussi bien qu'à Bilbao, au moment où ce n'est pas des endroits très touristiques. Ouais. Oui, c'est sûr qu'à cette époque-là, il y avait même des endroits qui étaient pas recommandés. Voilà, c'est ça. Mais bon, tout ça, c'était le plaisir d'explorer, de rencontrer, faire des contacts, et d'avoir quand même aussi... Alors là, moi, je faisais des photos, et tous les dessins, qui sont quand même des beaux dessins, souvent, ont été remis en scène d'après les photos que j'avais fait, quoi. Oui, parce que la photographie a aussi été une passion. Oui, pendant très longtemps, mes difficultés, parce que quand même, bien que ça se dise depuis longtemps, bien que ça se sache, c'est que je suis un dessinateur poussif et mécontent. Et j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai beaucoup recommencé. Quand on tape sur un clou, il s'enfonce, hein, donc il faut taper. Et c'est sûr que je n'ai pas la grâce de certains de mes chers collègues, salauds, qui descendent ça en trouvant ça formidable. Moi, je me bats avec mes crayons, avec ma gomme, avec mon papier. Et j'ai hésité assez longtemps lorsque, dans mes premiers voyages aussi, je pouvais non pas faire des croquis, mais faire des photos et éventuellement les vendre chez des éditeurs à Paris après, pour des audiovisuels de cours d'anglais, des comme ça. Et ça me payait le voyage a posteriori, quoi. C'est-à-dire que là, évidemment... Un peu comme vos premières planches dans Pilote qui vous ont permis de regarder voilà, c'est ça. Si tu réussis, tu auras l'argent. Mais oui, encore, ce n'était pas des fortunes. Mais donc là, j'avais fait beaucoup de photos pendant le voyage. Et c'est vrai que reprendre après, sur la base de la photo, un dessin que tu fais évoluer absolument, là, j'en suis assez content, effectivement. Ah oui, là, maintenant, elle est bien, Madame Polaris. Alors justement, au tout début, il y a aussi des petits projets de films avec Pierre Christin. Disons que j'ai toujours aimé... J'avais une caméra. Avec mes premiers dessins publiés dans les années 50, je me suis acheté une petite caméra Paillard avec 30 secondes d'autonomie. C'était très dépensier, en fait. Ah, oui. Et on a fait un petit film ensemble qui était toujours pareil. Moi derrière la caméra et lui au scénario, quoi. Qui était une histoire vaguement poético... oui, pas terrible. Puis après, aux États-Unis, on a fait un documentaire. Alors ça, c'est autre chose, c'est qu'on était en relation avec des amis de l'université à Salt Lake City, qui faisait partie du mouvement
pour l'avancement des personnes noires, etc., la NAACP. Et il s'est trouvé qu'à un moment, on parlait de documentaire, il y avait un projet de documentaire qui se montait, et on a sauté un peu sur l'occasion, et on a commencé à filmer des séquences, d'ailleurs j'ai revu, parce qu'elles ont été remontrées récemment, et... Ouais, j'ai filmé ça, caméra sur l'épaule, etc. Avec les trains qui passent pour les deux côtés de la ville. D'un côté, la zone noire, de l'autre côté, la zone blanche, etc. Bien sûr, ouais. Et tout ça a fait que j'avais toujours envie du cinéma. J'avais même envie de faire du cinéma plus tard. Jusqu'au jour où j'ai vu vraiment ce que c'était que le travail du cinéma et que je me suis rendu compte que franchement, la liberté, elle est devant ma feuille de papier à dessin. Avec en plus, alors c'est plus le cas aujourd'hui, on y viendra parce que c'est pour ça que Valérian a pu être adapté au cinéma, mais on pouvait se permettre des choses dans la bande dessinée qu'on ne pouvait pas faire au cinéma, notamment faire voler des voitures. Bien sûr. Oui, avec le fait que Méliès a fait quand même filer une tarte à la crème à la Lune. Ils faisaient aussi à leur manière Mais pour les voitures volantes, effectivement, c'est à peu près la première fois qu'on en voit une au cinéma. J'ai l'impression aussi, parce que là... On peut reprendre le superbe poster. Là, ouais. Oui, ben ça c'est un dessin que j'ai refait pour une couverture d'intégrale et qu'on a tiré en poster comme ça. Alors ça, j'avoue que j'aime bien le côté assez jeté. Le dessin est plus petit que ça, puisque là c'est un agrandissement. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même qu'il y a un punch dans le dessin. Quand ça veut bien sortir, c'est bon, quoi. Alors parce qu'on l'avait évoqué dans la première émission, parlons de l'émulation qu'il y a pu y avoir entre les auteurs de science-fiction, les cinéastes de science-fiction américains et votre travail, à vous, à Moebius, à Druillet également. Hein, quand sort Star Wars ou quand sort Blade Runner ou autre, comment ça fonctionne? Vous étiez au courant de ces travaux? Vous les avez vus? Moi pas. Moebius a été le plus réellement sollicité. Puisque je crois que sa première sollicitation, c'était Tron. Oui. Et dans les années 80, au début des années 80. Les studios Walt Disney, hein, Tron. Oui, Tron. Et où il a travaillé sur les petites lumières des costumes. C'était pas très glorieux, mais c'était quand même... il a bossé 8 jours à Hollywood. Et puis après, il a été pris par Ridley Scott pour Alien, le premier Alien, où il a dessiné des petits casques et des tenues de sportifs à l'intérieur de l'astronef. Ça, je trouve que c'était son grand apport, où les gens sont en tennis, en jogging, etc. Et ils ont des bonnes allures qu'on n'avait pas vu encore dans les personnages. On dit, alors c'est peut-être la légende de la bande dessinée, je ne sais pas ce que vous a raconté votre ami Moebius ou ce qu'on dit les autres, il paraît qu'il y avait des dessins, un petit peu vos dessins qui traînaient un petit peu partout dans les studios à cette époque-là. Oui, enfin ça me paraît normal, je ne sais pas, pour Alien, etc. Mais ayant travaillé après chez Besson pour le 5e élément, il est certain qu'un toute équipe de création a des bouquins, des illustrations, des trucs mis au mur pour regarder, en disant ça j'aime bien ça, ou ce serait bien si machin venait travailler, ce qui n'arrive pas toujours. Voilà. Oui, à l'époque de Star Wars, vous n'avez pas du tout été contacté. Ah non, ce n'est qu'en voyant le film où j'ai trouvé par moments un petit truc. Alors j'ai écrit à Lucas, tout bêtement, et puis en lui disant si nous avons des univers très proches, si vous voulez, je parle très bien anglais, je connais bien les États-Unis. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Eh ben, tant pis. Alors après, j'ai fait mon comparatif et je laisse aux gens le choix, de décider que oui, non, c'est pas vrai, tout est dans Alors tout. Effectivement, on peut trouver le Faucon Millenium, certaines similitudes ou. Voilà, mais disons que c'est on parlera d'influence.
Voilà, voilà, voilà. Mais enfin, bon, l'affaire est enterrée, ça fait 40 ans. Oui, bien sûr. Et puis, bon, il y a eu d'autres succès depuis. Et donc, vous, puisque vous avez collaboré, alors là, pour le coup, quand on parle du 5e élément, là, c'est une collaboration directe. Ah ben ça, c'est directement Besson qui m'a téléphoné un jour, où j'étais en train de faire les premières pages des Cercles du pouvoir, avec des taxis volants, dans les toutes premières. Je vais vous couper une seconde. Et il vous dit, bah, c'est mon habitude. Hein. Oui. À l'époque, on vous parle pas d'adapter Valérian pourquoi est-ce qu'on fait autre chose? Non. Au début, Besson m'a appelé parce qu'il voulait que je travaille sur le scénario qui m'a fait lire du taxi volant, de Zalman Blairos, qui était un ouvrier dans une usine de fusées en banlieue de New York. Il n'y avait même pas de taxi volant dans le scénario. Et ce n'est que j'ai travaillé un an entier avec Luc, et à un moment, dans mes vues justement de New York, j'ai vu des petits taxis volants, puisque je venais de les dessiner dans les pages, dès les premières pages de l'histoire. Et c'est là où il me dit « Oh, ils sont marrants, tes petits taxis. Oh, dessine-moi un plus gros, etc. » Et puis, le film, patatras, comme beaucoup de fois au cinéma, le film s'arrête. Production, le chef décorateur, Dan Veil, qui était un très bon ami, me dit viens plus travailler. Besson est parti à New York, il prépare un autre film, donc c'est pas la peine. On arrête, on éteint le feu, sous le Frichti, et chacun reprend ses occupations. Et Besson fait Léon. Le professionnel à New York avec la petite Nathalie Portman. Voilà, et Jean Reno. Et Jean Reno, qui a un énorme succès. Et donc, moi, au chômage du cinéma, qu'est-ce que j'ai? J'avais encore 25 ou 30 pages à dessiner. Je reprends mon album des Cercles du pouvoir, ou les taxis volants. Je continue le scénario de Christin, parce que moi, il n'y avait pas de traces, et j'envoie l'album à Luc à New York. Et quand il l'a vu, et il a vu que la couverture, il se dit taxi volant quand même, c'est pas une mauvaise idée, et il a changé son scénario très abruptement, mais en fait, il avait gardé tous les dessins qu'on avait produits pendant 6 mois. Il a gardé des trucs tout près, parce que le cinéma, les gens travaillent tellement à l'avance. Je garde ces choses, je l'avance, je recule, que là, il a ressorti tous les dessins, il a changé le truc. Le gars, il est plus ouvrier d'une usine de fusée. C'est pour ça que j'ai des dessins de l'usine de fusée ici, que j'aurais voulu réaliser en décor, parce que vraiment, c'était infernal, c'était monstrueux. Mais pour les taxis volants, que ne ferait-on pas? Bien sûr. Donc votre travail, c'était de réaliser un certain nombre de copies. On en a quelques-uns. Voilà. C'est des choses très... Donc les costumes... ça, c'est une inspiration. Non, mais c'est au-delà de ça. C'est une inspiration... Voilà comment moi je vois la diva, puisque c'était une extraterrestre, et chacun, Giraud en a fait une espèce de chanteuse chinoise qui fait des pointes, moi elle était ça, j'ai gardé, et ils ont gardé le côté très fluide de la robe très large, etc. Et puis après, dans les changements, il y a eu beaucoup de choses sur le masque, parce que on n'étudie pas tout en même temps, la manière dont on attache les trucs. Et puis Besson peut dire, moi je mets la caméra derrière, je veux pas de trucs trop larges, parce que ça me cache le public, etc. Et Moebius avait aussi travaillé sur le 5e élément. Oui, il n'a pas fait énormément. Non, mais c'est le début principalement, on ressent son influence. C'est dans le début principalement. Oui, la grosse fusée au-dessus de la pyramide, c'est ça, qui est assez Moebiusesque. Autrement, Jean n'a pas... Puis il n'a pas beaucoup travaillé. Et donc ça, c'est là où les taxis qui passent, etc. Et la plongée, et ça a été fait bien avant que les choses... Non, 93, oui, c'est ça. Donc,
bien avant que le projet avec les taxis volants ne soit en place. Ouais. J'en montre quelques-uns. Oui, pendant qu'on discute. vous en avez réalisé combien alors de croquis en tout? Des tonnes, parce que là, ce n'est qu'une sélection. Ça, c'est l'entrée du casino de Flushton Paradise. Ça va donner envie à tous les gens de revoir le 5e élément. C'est là ce qui est très marrant, c'est que là, Luc, en fait, a ressorti un des dessins des terres truquées. Je dis pas de bêtises, non, pas des terres truquées, sur les frontières. Sur les frontières, en me disant, tu vois, tu as fait une grande salle de casino avec des grandes baies dans le ciel. J'aime beaucoup, tu veux pas partir avec l'idée des grandes baies? Tu veux des grandes baies? Bien sûr, je vais te faire des grandes baies. Et donc, j'ai fait ça. Et le décor, avec beaucoup de changements, est devenu exactement pareil. Le balcon où les aliens attaquent, etc. Et ce qui est très marrant, c'est que là, ce sont des dessins en totale liberté, puisqu'on s'appuie sur le script établi par le réalisateur, mais ce n'est pas du tout comme un dessin de storyboard à la commande du réalisateur. Là, on fait, et puis lui, il fait son marché. Il dit ça j'aime beaucoup, ça c'est pas comme ça que je le voudrais, ou du moins je peux pas. Le métro, il m'a dit il me plaît bien ton métro, vas-y. Et puis après il l'a ressorti, pouf. Donc sur des dessins préparatoires à l'élaboration des décors et des costumes quoi en fait. Voilà, c'est ça. Mais ça subit de nombreuses. Mais on vous a pas demandé de faire le storyboard par exemple? Non, et moi ça m'intéresse pas. Personnellement, parce que le storyboard est un travail de dessinateur au service du réalisateur. Oui. Moi, ce que je veux, c'est dessiner ce qui me passe par la tête, et puis ça sera pris ou ça ne sera pas pris, ça c'est autre chose. Alors que le storyboard est un travail de commande directe du réalisateur sur le dessineur qui lui dit, alors là, contre-champ, l'arrière de la tête de machine. Vous étiez plus dans le travail collaboratif, participatif. Voilà, c'est ça, plus liberté. Le travail de storyboard est très spécialisé, et il y a d'excellents storyboarders, dont d'ailleurs je connais bien. Oui, bien sûr. Mais c'est un boulot que je leur laisse joyeusement faire. Alors après, comment s'est passée la suite, puisque ça a été après le film? Alors après le film, c'est très simple. C'est directement EuropaCorp qui a pris contact chez Dargaud, sans nous contacter nous directement, puisque c'est pas à nous de gérer les histoires de gros sous, c'est les droits. On parle de Valérian. On parle de Valérian, voilà, c'est ça. Et là, c'est tout simplement eux qui ont contacté et qui prennent une option sur l'achat des droits. Mais vous n'avez pas dit, Luc Besson, à un moment, tiens, j'ai envie de peut-être... qu'est-ce que t'en penses? Il dit que je lui ai dit. Ah bon, alors. Il dit que je lui ai dit, et moi je me souviens pas, mais tout le monde dit ce qu'il veut. On était assez amis pour pouvoir... J'avoue que je ne me souviens pas de lui avoir dit arrête tes conneries et fais un Valérian. Mais évidemment, en faisant le 5e élément, on baignait déjà dans l'univers. C'est évident, oui. Évident. Et alors, vous avez eu votre mot à dire un petit peu, vous et Pierre Christin, sur... Non, cher ami, le mot au cinéma, le mot à dire, c'est aussi efficace que si je te mets en pleine campagne devant les rails d'un TGV avec un sifflet à roulette. Non, mais alors ça veut dire que... si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu siffles. C'est à peu près aussi efficace. Oui, avec un violon, etc. On connaît, d'accord. Mais ça veut dire que autant vous aviez collaboré de manière active sur le 5e élément, autant sur Valérian, finalement, tout a été fait. Mais non, il ne va pas me demander de redessiner l'album sur lequel il se base, puisqu'il a basé la totalité du script du film Valérian sur l'album L'Ambassadeur des Ombres. Donc, qu'il interprète, qu'il change les séquences, etc., c'est son droit absolu d'un réalisateur pour transformer une bande dessinée en un film de 2 heures. Après, il fait ce qu'il veut. Alors, après, il nous a invités
à venir sur le tournage. Oui, d'accord, oui. Après, j'ai regardé les décors, les costumes insensés, etc. Donc, beaucoup de choses, je veux dire, malheureusement, apparaissent tellement, de manière tellement fugace dans le film que tu te dis, mais quel boulot, mais c'est dommage. Quel est votre regard alors sur ce film? Parce que bon, là, pour le coup, en plus, vous êtes le créateur d'origine. Moi, j'ai le regard, je dis, personne m'a mis un revolver contre la tempe pour me dire, vends-moi tes droits. Alors, j'ai accepté les droits. Les droits, forcément, tu donnes le droit d'adapter un film. C'est son film, ce n'est pas le mien. Vous arrivez à prendre du recul comme ça complètement sur... il faut. Ouais, sinon, tu dis, au toit de là, je m'y mets, c'est moi qui fais la mise en scène. J'ai lu une interview où il disait que... Alors bon, après, il y a eu le semi-succès ou semi-échec, on pourra en parler vite fait, mais il disait qu'au départ, il voulait faire une trilogie. Vous avez entendu parler de ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Et que ça serait écrit. Oui, il me l'a même raconté. Et moi, je le connais. Mais bon, ça, c'est des problèmes, mon vieux. Que moi, j'ai créé des univers entiers avec mon pote. Qu'il y ait d'autres films? Bien sûr. Mais moi, devant une feuille de papier, une bouteille donc de Chine et un pinceau, c'est ma production à moi. Et le boulot de pognon et tout, c'est un général d'armée. C'est un bulldozer. Il y a 100 personnes sur le plateau qui savent exactement ce qu'ils font. On attend de savoir ce qu'ils vont faire. Et oui, la suite. Oui, mais puis en plus, ça peut changer. Le 5e élément était parti... Le film a été très très bien accueilli en France. Beaucoup moins, alors pour des raisons de critique. Enfin, je sais que Luc Besson dit qu'en fait on l'a un peu plombé, etc. Parce qu'on a sorti que les mauvaises critiques alors qu'il y a des très bonnes. Mais en France, il a plutôt bien fonctionné. 4,5 millions, je crois. Et en même temps, ce que j'ai compris, c'est que si on repart sur Valérian, et on en parlait la dernière fois, ça a permis des ventes à l'étranger énormes. C'est autre chose. Avec des nouvelles traductions. C'est absolument, ça c'est autre chose. C'est qu'au niveau de l'édition, pour Valérian, ça a été un présentoir extraordinaire, puisque, en fait, Valérian, le film a été montré dans des pays où, que je sache, en Russie, en Chine, en Corée, etc. C'est ça. Et on a l'édition chinoise. Alors, eux, ils ont une traduction de bande dessinée. En Russie, je ne connais pas bien la traduction. Il n'y en a pas beaucoup. Le volume 1. On a la Russie. Ça, c'est étonnant. Donc, tout ça, c'est passionnant. Les Japonais. Et j'ai pas les 23 autres. Non. Vous nous avez préparé juste une petite sélection. Juste une petite sélection. Les Coréens. Non, mais c'est assez émouvant. Enfin, et d'ailleurs, ils ont le même sens de lecture. Oui, là, ils n'ont pas changé. Ils sont modifiés. Et donc, est-ce que vous avez été dans ces pays-là pour présenter Valérian un petit peu? Non, c'est juste en fait. Au Japon, j'y étais il y a 2 fois, mais il y a 10 ans de ça. Non, même moi, j'ai pas à faire la promo. Oui, pas la promo. Je veux bien aller causer du film avec les spectateurs une fois comme ça pour présenter le film, mais je n'ai ni à vendre le film, ni à argumenter, à présenter. Et bien sûr, je peux dire que les spectateurs chinois, coréens, ils préfèrent voir Cara Delevingne que moi. Mais en tout cas, bon voilà, preuve de constater que, bon, même si pour le film, on ne sait pas trop, etc., pour la série, ça a une répercussion importante, puisque ça a permis de la faire connaître dans le monde entier, quoi, finalement. Absolument. Est-ce que c'est un but qui est le but de ma vie? Je ne crois pas, mais il est certain qu'un éditeur, ou par exemple un impact dans tous les pays européens, où Valérian était déjà assez bien connu, mais je vois par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui au début était pas fanatique de bande dessinée, se met à faire de la BD, absolument s'intéresser. Ben voilà, formidable, vive les adaptations. Ça c'est un lancement. Mais c'est un lancement qui coûte cher. Donc, en budget promotionnel, peut-être qu'il faut vérifier quand même qui fait quoi. Merci. Alors, on pourrait passer des heures à discuter avec Jean-Claude, mais malheureusement, on reviendra. Parce qu'il faudra ressortir de sacs de couchage. Pour le Hartog, le prochain Valérian et tout ça.
Jean-Claude Mézières, merci beaucoup, beaucoup. de Ok. nous avoir accueillis dans votre Merci, atelier. bonsoir, C'était un super moment. Merci. Et puis, on n'a pas parlé des chevaux. Ah bah on non, n'a pas parlé il des faudra faire cow-boys. une émission. Allez, on reviendra. Merci beaucoup, Jean-Claude. Au revoir. Allez, vous pouvez nous retrouver sur toutes les box, vous abonner sur la chaîne YouTube, sur les podcasts, revoir la première émission qu'on a pu faire ici, et puis Bah oui, on se et sur retrouve BD une Zoom prochaine et tout fois et et tout. sur BD C'est ça, Zoom. c'est bien. Tout à fait. Ah bah à la semaine prochaine. Allez, à la semaine Ok. prochaine, Merci à beaucoup, au revoir. bientôt. Au revoir.